Ma mère m'a monté du doigt devant le juge qui, par coïncidence, était son ami, et a dit « Cette fille ne sait que gaspiller ce qu'elle ne mérite pas ». Elle réclamait l'intégralité de la fortune que ma grand-mère m'avait laissée dans son testament. Le juge a hoché la tête et son avocat a souri, confiant de la victoire. Puis j'ai dit 2 mots qui ont fait pâlir le juge. Ce matin-là, la salle d'audience semblait plus froide qu'elle n'aurait dû. L'air portait l'odeur stérile du poli à bois et de la tension, comme si même les murs attendaient de prendre parti. Des appareils photo cliquetaient quelque part derrière moi, leur flash se reflétant sur la plaque de laiton qui portait l'inscription « Juge Ruth O'Connor, l'ami de ma mère ». Bien sûr, la conseillère municipale Hélène Rivers était assise de l'autre côté de l'allée, sa posture étudiée, son menton relevé avec une grâce politique. À côté d'elle, Patrick Rivers, mon père, évitait mon regard, comme si la culpabilité pouvait se déguiser en silence. Son avocate arrangeait des documents avec le calme de quelqu'un qui croyait déjà la victoire inévitable. Puis vinrent les mots qui percèrent plus profondément que n'importe quelle réclamation légale. Cette fille ne sait que gaspiller ce qu'elle ne mérite pas. Cette fille, c'était moi, la fille qu'elle avait ignorée pendant des années. Maintenant, l'obstacle entre elle et la fortune que ma grand-mère, Jane Abbott, avait laissée dans son testament. Ce n'était pas la cupidité qui me glaçait. C'était la facilité avec laquelle elle faisait preuve de cruauté. La juge hocha la tête faiblement, presque imperceptiblement, et l'avocat sourit. Ce petit sourire suffisant des hommes qui pensent que les relations l'emportent sur la vérité. Mais je me préparais à ce moment depuis le jour où j'avais appris que la justice à Redmond Hills avait souvent un prix. Mon pouls se stabilisa. Ma voix ne trembla pas. Quand je me levai, le bruit de la chaise raclant contre le marbre résonna comme le début d'une fin. 2 mots. C'est tout ce dont j'avais besoin pour mettre fin à la performance. Divulgation judiciaire. Si vous avez déjà vu quelqu'un transformer la famille en arme, vous voudrez entendre ce qui a suivi. Aimez, partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous. Parce que ce qui s'est passé dans cette salle d'audience a réécrit tout ce qu'il pensait pouvoir contrôler. L'enfance n'a jamais semblé être le début de quoi que ce soit. C'était comme attendre dans une maison construite pour les ambitions de quelqu'un d'autre. Redmond Hills était parfait à l'extérieur, les pelouses tondues, les familles impeccables. Mais à l'intérieur de notre maison, l'affection était rationnée comme un parfum coûteux. Ma mère, la conseillère municipale Hélène Rivers, traitait la chaleur comme une stratégie. Mon père, Patrick Rivers, vivait dans l'espace tranquille que son ambition laissait derrière elle. J'ai appris très tôt que le silence lui plaisait. L'approbation venait de l'immobilité, de l'obéissance, de l'invisibilité. Mais Jean Abbott, ma grand-mère, n'a jamais demandé le silence pour m'aimer. Elle apportait la lumière du soleil dans chaque pièce, sentant le cèdre et la lavande. Ses mains étaient stables, son rire sans filtre, et sa gentillesse, délibérée. Elle disait, l'argent doit servir un but, pas l'orgueil. Jean a fondé une petite fondation communautaire qui offrait des bourses aux étudiants locaux. J'avais l'habitude de la suivre là-bas chaque week-end. Les murs étaient couverts de photos de diplômés qu'elle avait aidés. Il me rappelle pourquoi nous sommes là, a-t-elle dit un jour. Je ne le comprenais pas à l'époque, mais je le comprends maintenant. Hélène et Jean ne partageaient rien d'autre que le sang. Ma mère voyait la générosité comme une faiblesse. Ma grand-mère la voyait comme un devoir. Quand les élections arrivaient, Hélène se transformait en une version d'elle-même sur scène. Posture parfaite, sourire répété, des discours sur les valeurs familiales qu'elle ne mettait jamais en pratique. J'en restais à l'écart de ces événements, les qualifiant de théâtre. Leur distance est devenue permanente bien avant que je sois assez grande pour choisir un camp. Jean n'a jamais étalé sa richesse, mais elle en avait beaucoup. Des années d'investissement discret l'avaient rendue indépendante d'une manière que ma mère ne pouvait contrôler. Cette indépendance irritait Hélène plus que la pauvreté ne l'aurait jamais fait. Quand l'oubli a commencé, c'était discret. Égarer des clés, répéter des histoires, perdre le fil des jours. Au début, j'ai blâmé l'âge. Puis j'ai appris le mot Alzheimer et le monde a basculé. J'avais 22 ans quand Jean a vendu sa grande maison et a déménagé dans un cottage en bordure de la ville. J'ai emménagé avec elle. Ma mère n'a pas discuté. C'était pratique pour ses campagnes. Ces 2 années sont devenues mon éducation en amour. L'esprit de Jean vacillait comme un vieux film, sautant des scènes mais ne perdant jamais le ton. Même quand elle oubliait mon nom, elle souriait comme si son cœur se souvenait encore. Elle fredonnait de vieilles chansons pendant que je payais les factures et préparais le dîner.
J'ai appris la patience par la répétition, le courage par l'épuisement, et la grâce en la regardant s'éteindre sans amertume. Hélène ne rendait visite que lorsque les caméras étaient là. Elle apportait des photographes, des fleurs, et une fausse préoccupation. Les infirmières chuchotaient sur son apparence soignée, comme si la présentation équivalait à l'affection. Je restais silencieuse parce que la colère était inutile contre quelqu'un qui transformait la culpabilité en image de marque. Le dernier hiver fut le plus silencieux. J'en parlais moins, dormais plus, et me tenais la main plus longtemps. J'ai trouvé ces vieux cahiers une nuit, des lettres, des recettes, des discours qu'elle n'avait jamais prononcés. Parmi eux se trouvait une enveloppe scellée adressée à Cali. À l'intérieur, il y avait une lettre et un testament notarié. Elle me laissait tout, sa succession, ses économies, et sa fondation. Elle écrivait que la gentillesse devait être héritée de la même manière que l'argent, sinon elle disparaîtrait. Quand elle est décédée ce printemps-là, la maison semblait plus grande, mais je n'ai pas pleuré. Le deuil vivait avec moi depuis des mois déjà. J'ai organisé les funérailles seul. Hélène est arrivée en soie noire, saluant les donateurs avec un chagrin prêt pour les caméras. Son discours sur l'unité familiale a suscité des applaudissements polis qui m'ont tordu l'estomac. Pendant un temps, la paix a existé dans la paperasse. J'ai géré la succession, répondu aux condoléances et commencé à diriger la fondation de Jean. Puis une enveloppe est apparue à ma porte, portant le logo de Keller & Associates, l'avocat de ma mère. Quelqu'un lui avait parlé du testament. Ce soir-là, elle est arrivée sans prévenir. Je me souviens du cliquetis de ses talons, du tremblement dans l'air quand elle a vu les documents. Le masque de la grâce publique a glissé de son visage, révélant quelque chose de plus tranchant que le chagrin. Le pouvoir ne pleure pas, il complote. À ses yeux, je n'étais plus sa fille. J'étais l'erreur qui se dressait entre elle et le contrôle. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que l'amour dans notre famille avait sauté une génération, et que celle qui m'avait chérie était partie. Ce qui restait, c'était le début d'une guerre que je n'avais pas choisie, mais que je devrais finir. Au début de l'automne, la paix était devenue une rumeur. Les collines autour de Redmond brillaient d'or, feignant le calme, tandis que la tension s'enroulait en dessous. Ma mère avait retrouvé son rythme, non pas dans la maternité, mais dans la guerre déguisée en politique. Cela a commencé par des chuchotements qui ont pris leur propre nom, puis des articles ont suivi. Habillés de compassion, mais conçus comme des pièges. Une fille hérite d'une fortune au milieu des préoccupations familiales. Chaque ligne suggérait la manipulation. Chaque photo, placée à côté de mots comme cupidité et trahison. À Redmond Hills, la rumeur était une monnaie d'échange. La conseillère municipale Hélène Rivers le savait mieux que quiconque. Elle façonnait la sympathie comme une politique, son sourire synchronisé pour les gros titres. Je n'avais pas besoin de confirmation. Les empreintes de sa stratégie étaient partout. Mon père a appelé une fois, sa voix prudente, demandant si je pouvais régler les choses discrètement. Il ressemblait à quelqu'un qui négocie avec une tempête. J'ai mis fin à l'appel doucement. Le deuil n'était plus ma faiblesse. Il s'était transformé en armure. J'ai engagé Alicia Grant, une avocate dont le calme déconcertait les gens. Elle n'offrait pas de réconfort. Elle offrait un processus. Sa première instruction était simple. Documenter tout. L'objectif n'était pas de combattre l'émotion par l'émotion, mais la pression par la précision. Bientôt, des enveloppes arrivaient quotidiennement. Des menaces légales, des demandes, des insinuations d'exploitation. Chacune tentait d'épuiser plutôt que d'accuser. La machine de campagne de ma mère fonctionnait parfaitement. Épuiser la volonté avant le début du procès. Alicia a mis de l'ordre dans le chaos. Nous avons créé un journal pour chaque appel, chaque déclaration, chaque parcelle d'indignation fabriquée. Ils veulent une réaction, me rappelait-elle. Donnez-leur plutôt des dossiers. Pendant ce temps, ma mère souriait à la télévision. Ses publicités de campagne dégoulinaient de sincérité. Elle parlait de protéger l'héritage familial et d'honorer les valeurs de sa défunte mère. La même main qui signait des requêtes contre moi faisait des gestes sur la moralité aux électeurs. Redmond ils applaudissaient son histoire. Je suis devenu le contraste qui faisait briller la sienne plus fort. Des journalistes attendaient devant mon bureau, feignant la curiosité. Le travail de la fondation était éclipsé par un scandale qui n'avait jamais existé. À travers le bruit, Alicia est restée imperturbable. Les faits, disait-elle, vieillissent mieux que les rumeurs.
Alors nous les avons collectés. De vieux relevés bancaires, des registres de dons, des archives de la fondation. Plus nous en rassemblions, plus le schéma devenait clair. Un nom apparaissait trop souvent pour être ignoré. La juge Ruth O'Connor. Au début, j'ai rejeté cela comme une coïncidence. La ville était petite. Les professionnels se chevauchaient. Mais Alicia a trouvé des dons personnels constants de la juge aux campagnes d'Hélène, chacun soigneusement en dessous des seuils de déclaration publique. La curiosité s'est transformée en certitude. J'ai commencé à chercher dans les archives en ligne, les publications sociales enfouies, les photos des nouvelles locales. Encore et encore, elles apparaissaient côte à côte lors de collectes de fonds, de dîners privés, de galas de charité. Leur sourire semblait naturel, pratiqué, synchronisé. Ce n'étaient pas des aperçus de professionnalisme. C'étaient des preuves de confort, une connexion assez forte pour brouiller les frontières. Ma grand-mère disait, l'intégrité ne s'érode pas du jour au lendemain. Elle se dissout tranquillement, jusqu'à ce que le reflet dans le miroir appartienne à quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai vu dans ces photos. Quand la calomnie publique n'a pas réussi à me briser, les menaces ont changé de ton. Des messages anonymes m'avertissaient de bien réfléchir. Une voiture s'est attardée devant mon portail pendant des heures une nuit. La peur a tenté de se présenter, mais j'avais appris la discipline en prenant soin de quelqu'un. L'immobilité dans le chaos. Alicia a insisté pour que nous restions silencieux publiquement. Ils utiliseront votre défense comme un aveu, a-t-elle dit. Alors nous avons travaillé tranquillement, superposant les faits comme des briques. Mon appartement s'est rempli de dossiers et de chronologies, chaque ligne reliant le pouvoir de ma mère à la faveur de la juge. Il ne ressemblait plus à une maison, mais à un plan de corruption. L'empire d'Hélène fonctionnait sur le contrôle. Le mien apprenait la patience. Elle avait toujours gagné en étant plus bruyante. Je gagnerais en étant exact. Chaque document est devenu son propre verdict. Chaque photo, un miroir auquel elle ne pouvait échapper. La connexion finale est arrivée un soir dans une archive d'événements oubliés. La juge O'Connor avait officié la collecte de fonds d'ouverture de la première campagne d'Hélène. Sa signature se trouvait à côté de celle de ma mère sur la liste des sponsors, l'encre préservée sur papier glacé. C'était petit, presque élégant, et accablant. J'ai regardé la preuve sous la lampe de bureau. La lueur peignait mes mains pâles, stables, délibérées. Quelque part entre la peur et la fatigue, une prise de conscience a fait surface. Il ne s'agissait plus d'héritage. Il s'agissait d'exposition. Pendant des années, elle avait construit une machine qui façonnait la perception. Maintenant, la même machine avait laissé une trace trop complexe pour être effacée, et la pression qu'elle avait conçue pour moi commençait à l'écraser à la place. Le matin est arrivé sans promesse. Le ciel était une feuille pâle au-dessus de Redmond Hills, sa couleur indifférente à la tempête qui se déplaçait tranquillement en dessous. Chaque bataille a besoin de structure, avait dit Alicia. J'ai pris son conseil au pied de la lettre. Mon salon est devenu une salle de guerre, des dossiers empilés comme des briques, des chronologies épinglées sur un tableau de liège, des photos marquées en colonnes nettes. Je n'avais pas besoin de rage pour me battre. J'avais besoin de rythme. Chaque document semblait plus lourd que du papier. Il portait des années de suffisance de ma mère, les empreintes d'un système conçu pour la protéger. La conseillère municipale Hélène Rivers n'était pas seulement une mère défendant son orgueil. C'était une personnalité publique défendant son image, et l'image avait des règles plus tranchantes que la loi. Alicia Grant a examiné chaque dossier avec la patience d'un chirurgien. Elle a construit notre affaire pièce par pièce, transformant le soupçon en séquence. Je l'ai regardé transformer ma peur en preuve, mes souvenirs en logique. Le processus m'a d'abord engourdi. Il exigeait de la discipline, pas de l'émotion. Tandis que d'autres vivaient leur vie, je vivais dans les dossiers, les formulaires fiscaux, les reçus de dons, les transferts de propriété, les registres d'événements sociaux. La monotonie est devenue sa propre sorte de prière. Entre les lignes de chiffres, un schéma s'est précisé. La juge Ruth O'Connor apparaissait encore et encore, listée sur des conseils d'administration de charité, taguée dans des newsletters de campagne, photographiée lors de collectes de fonds organisées par le comité de ma mère. La connexion n'était plus une coïncidence. C'était un dessin. Hélène avait toujours maîtrisé l'optique. L'amitié avec une juge n'était pas de la corruption lorsqu'elle était cachée sous le couvert de la philanthropie. Chaque gala devenait un camouflage. Chaque don,
un fil dans le même voile de soie. Le génie de sa stratégie était qu'elle semblait inoffensive. Mais le papier ne ment pas, et les caméras n'oublient jamais le contexte. J'ai commencé à collectionner non seulement des documents, mais des détails, les dates d'événements qui se chevauchaient, la séquence des dépôts financiers, la répétition des noms sur les listes d'invités. Chaque découverte était une brique dans le mur qu'Alicia voulait que je construise, une barrière faite non de colère, mais de précision. Dehors, le récit restait bruyant. L'équipe publique de ma mère continuait son théâtre discret. Panneaux d'affichage, interviews, collecte de fonds, tous parfaitement synchronisés pour noyer toute allusion de scandale. Elle souriait à côté d'enfants tenant des bourses que ma grand-mère avait autrefois financées, réécrivant l'héritage en publicité. Le regarder, c'était comme un deuil dans un nouveau costume. J'ai cessé d'attendre l'équité. La justice, j'ai réalisé, n'était pas un équilibre. C'était de l'endurance. Plus il créait de pression, plus je devenais stable. Le corps humain s'adapte. Le cœur humain apprend la retenue. Alicia a déposé des requêtes préliminaires, anticipant la tempête. Chaque brouillon passait entre ses mains jusqu'à ce que le langage devienne une arme. Elle croyait en la précision comme les soldats croient en l'armure. « Laisse les preuves parler avant toi », m'a-t-elle dit une fois, et j'ai compris qu'elle ne parlait pas de stratégie judiciaire, mais de survie. Les nuits se fondaient en matins tranquilles. Le sommeil est devenu facultatif. Je me réveillais avec des idées pour croiser les références des fichiers, je vérifiais les horodatages, les signatures. La peur n'avait pas de place pour grandir dans la routine. Un soir, en arrangeant des photographies chronologiquement, j'ai remarqué quelque chose de subtil, le même arrangement floral sur deux scènes d'événements distinctes à des années d'intervalle. Les listes de sponsors étaient identiques. Sous le décorum imprimé se cachait un schéma clair d'interdépendance financière entre l'œuvre de charité de la juge et le fonds de réélection de ma mère. Cette petite répétition, inaperçue de la plupart, est devenue le fil qui liait tout ensemble. Alicia l'a confirmé en quelques heures. Les dossiers s'alignaient parfaitement. Ce n'est pas de l'influence, a-t-elle dit en parcourant les papiers. C'est une infrastructure. Elle avait raison. Ce que j'avais découvert n'était pas une corruption née du désespoir. C'était une architecture construite sur des années, stable et délibérée. Cela expliquait pourquoi chaque porte à laquelle j'avais essayé de frapper se fermait poliment devant moi. Le réseau ne protégeait pas l'innocence de ma mère. Il protégeait sa propre convenance. J'ai réalisé alors que le mur que je construisais n'était pas seulement une défense. C'était un confinement, une façon de piéger le système qui m'avait acculé. Chaque document resserrait l'espace autour de leurs mensonges jusqu'à ce que le mouvement devienne impossible. À la fin de l'hiver, notre affaire était prête. Alicia a assemblé les preuves en séquence que même un esprit partial ne pourrait ignorer. J'ai mémorisé chaque pièce à conviction, chaque heure, chaque nom. Quand la peur essayait de parler, je la remplaçais par des données. Quelque part dans cette discipline, l'équilibre a basculé. La campagne de ma mère paraissait impeccable de l'extérieur, mais en interne, son contrôle se fissurait. Des démissions anonymes ont fait surface parmi son personnel. 2 sponsors ont retiré leur soutien, citant des préoccupations éthiques. Son silence est devenu plus fort, et le silence était la seule chose que j'avais appris à lire. Le mur était complet, non pas de briques, mais de vérité, si méticuleusement arrangé qu'il pouvait résister à tout ce qui était construit sur le faux-semblant. Et à l'approche de la date du procès, j'ai compris la satisfaction tranquille que ma grand-mère devait ressentir dans chaque acte de patience, parce que la vengeance, lorsqu'elle est construite avec soin, ne crie pas. Elle se dresse. Le matin semblait stérile, comme si le temps lui-même avait été désinfecté. Devant le palais de justice, les journalistes attendaient, leurs objectifs levés comme des armes. À l'intérieur, le silence avait un poids. L'odeur de bois verni se mêlait à quelque chose de plus froid. L'anticipation. Je pris ma place, respirant le calme qui précède un verdict. La conseillère municipale Hélène Rivers s'était assise de l'autre côté de l'allée, enveloppée dans un sang-froid trop parfait pour être réel. Son avocat, Brian Keller, arrangeait ses notes avec une précision théâtrale. Entre eux, le pouvoir bourdonnait comme de l'électricité derrière une vitre. Au banc, la juge Ruth O'Connor semblait posée, presque détachée. Seul moi connaissais la faille sous son calme. Des années d'enchevêtrement déguisées en amitié. L'air lui-même semblait en être conscient. Quand la procédure a commencé,
Brian a parlé au rythme de la manipulation. Ses arguments étaient répétés pour paraître humains, un appel à la moralité, pas à la cupidité. Il me dépeignait comme égaré, trop jeune pour comprendre la responsabilité d'un héritage. Chaque phrase tentait de me réduire à quelque chose de fragile. Je n'ai pas réagi. Alicia m'avait appris la discipline de l'immobilité. Laisse-les s'épuiser d'abord. L'audience s'étirait comme un élastique. L'horloge tournait sans pitié, chaque minute tirant plus fort. Je pouvais sentir le public changer, la sympathie étant modelée par le ton plutôt que par la vérité. C'était le plus grand talent de ma mère, la performance prise pour de la sincérité. Quand son tour est venu, Hélène a livré ce qui ressemblait moins à un témoignage qu'à un discours de campagne. Elle a parlé de communauté, de sacrifice, et d'une fille qui avait perdu son chemin. Sa voix tremblait au bon moment. Pour quiconque ne la connaissait pas, cela aurait été émouvant. Pour moi, c'était de la chorégraphie. Puis ce fut mon tour. Je me suis levé, portant le dossier qui était devenu à la fois bouclier et épée. La pièce semblait rétrécir alors que je marchais vers la table. La lumière au-dessus du banc du juge se reflétait sur le sol poli comme un avertissement. Les faits n'ont pas besoin de volume. Ils ont seulement besoin de séquence. La voix d'Alicia résonnait dans ma mémoire alors que j'ouvrais le premier dossier. Chaque pièce à conviction s'appuyait sur la précédente. Registre de dons, photographies, correspondances, chaque couche révélant le réseau discret entre la juge et ma mère. Pas d'accusation, juste un alignement. Des schémas si précis qu'ils n'avaient pas besoin d'interprétation. Quand la dernière photographie a glissé sur la table, l'énergie dans la pièce a changé. Elle montrait la juge O'Connor debout à côté d'Hélène sur un podium de collecte de fonds, les mains jointes, les sourires identiques. L'image était inoffensive seule, mais dévastatrice dans son contexte. Le silence qui a suivi semblait vivant. Même le stylo de Brian Keller a cessé de bouger. Pendant une fraction de seconde, le contrôle de la juge s'est fracturé. Son souffle s'est coupé. Sa main a tremblé. Puis, comme par instinct, elle a hoché la tête, en accord avec l'affirmation antérieure de ma mère sur mon indignité. Ce petit mouvement a suffi. Le masque s'est fissuré en public. Je n'avais pas besoin de parler. La vérité avait parlé à travers la posture, à travers la réaction, à travers la petite trahison de l'instinct humain. La requête en récusation d'Alicia a suivi le battement de cœur suivant. La salle d'audience s'est figée alors que la juge luttait pour retrouver son sang-froid. Mais le professionnalisme ne pouvait défaire ce que le public avait déjà vu. La décision de Ruth O'Connor fut rapide, mécanique, dépouillée de confiance. Elle a confirmé le testament, mon héritage, et a rejeté toutes les allégations d'influence indue. Sa voix a vacillé pendant la déclaration de clôture, chaque mot un acte de contrôle des dégâts. Le visage d'Hélène est resté immobile, mais l'immobilité était différente cette fois. Ce n'était pas de la stratégie, c'était le choc. Le contrôle avait toujours été sa religion, et je venais de transformer la foi en preuve. Quand le marteau est tombé, le son a résonné comme une clôture rendue physique. Les journalistes ont bougé les premiers, chassant les citations, chassant le chaos. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé ma mère se lever, son expression vacillant entre l'incrédulité et le calcul. Ce moment, la seconde où elle a réalisé que le récit n'était plus le sien, fut la victoire la plus silencieuse que j'ai jamais connue. Les jours qui ont suivi se sont estompés, cousus de titres de journaux et de parasites. Le palais de justice s'est vidé, mais son écho est resté. Dehors, les journalistes ont transformé des fragments de mon histoire en monnaie d'échange. À l'intérieur, le silence de la victoire semblait trop lourd pour être célébré. Gagner n'a jamais ressemblé à un triomphe. Ça ressemblait à l'horloge qui expire enfin après avoir retenu son souffle trop longtemps. La juge Ruth O'Connor a présenté sa démission en une semaine, citant des raisons de santé personnelle. La déclaration était courte, les conséquences plus longues. Le Conseil de révision judiciaire de l'État a ouvert une enquête avant même que l'encre de sa démission ne soit sèche. Chaque rapport révélait un autre fil. Dons de campagne, apparitions privées, favoritisme déguisé en philanthropie. Son nom est devenu un raccourci pour l'éthique compromise. La conseillère municipale Hélène Rivers a rapidement suivi la même pente. Le conseil municipal a lancé un examen éthique interne. Les donateurs se sont évaporés. Les anciens alliés ont pris leur distance. Son bureau de campagne a fermé du jour au lendemain,
ses fenêtres tapissées de feuilles blanches là où se trouvaient autrefois ses slogans. Ses fils de médias sociaux se sont remplis de silence. Et pour une femme qui avait construit sa vie sur la visibilité, la disparition était la peine la plus cruelle. Je n'ai lu aucune des couvertures médiatiques. Alicia s'est occupée de tout, déposant les requêtes de clôture, archivant chaque document pour référence future. Elle a dit que nous avions fait plus que gagner. Nous avions exposé un schéma. Ce mot, exposé, sonnait clinique, détaché. Mais l'exposition n'est jamais indolore. Ça brûle. La nuit, je sentais la brûlure le plus vivement. Mon téléphone vibrait de félicitations. Je ne savais pas comment répondre. La gratitude semblait déplacée. La vengeance semblait creuse. La justice est plus silencieuse que les gens ne l'imaginent. Elle ne rugit pas, elle libère. À Redmond Hills, les gens ont commencé à réécrire leurs allégeances. Les mêmes voix qui louaient autrefois le leadership de ma mère louaient maintenant la responsabilité. Le changement était chirurgical, impersonnel, inévitable. La politique ne s'excuse pas. Elle s'adapte. Je suis passé devant le palais de justice quelques jours plus tard. Les marches semblaient différentes, bien qu'inchangées. J'ai réalisé que les lieux ne portent jamais le poids. Ce sont les gens qui le font, et ceux qui portent la vérité finissent par la déposer. Non pas parce qu'ils ont fini de se battre, mais parce qu'ils sont fatigués de la porter seuls. Le bureau d'Alicia a appelé avec les confirmations finales. La succession était officiellement mienne. Chaque propriété, chaque action, chaque dollar que ma grand-mère avait confié. La loi avait parlé. Il n'y avait plus rien à contester. Pourtant, au moment où j'ai signé la dernière page, je n'ai pas senti la richesse. J'ai senti la gravité. L'écriture de ma grand-mère a traversé ma mémoire. La gentillesse doit survivre à la peur. La phrase résonnait en défi silencieux à tout ce que ma mère avait représenté. Hélène n'a jamais contacté. Pas d'excuses, pas de déni, même pas de colère. Son silence a d'abord semblé stratégique, mais plus tard j'ai compris que c'était l'absence de pouvoir, et elle n'avait pas de langage pour ça. Le cycle des nouvelles est passé à autre chose, comme il le fait toujours. Okay, I'm gonna unmod Nightbot. It's over. Nightbot's over here. We don't like Nightbot in this house. Genuinely silencing the truth. Crap. Wait, I can just ban Nightbot. Okay, Nightbot? My Nightbot. Unmod. Boom! Removed as a moderator. Suck it, bro. Suck it. Oh my god, you guys are literally plotting against my boy here. Oh my god, you don't even understand the power I have either. I could literally make you all disappear. I could just delete my channel and then you guys literally wouldn't exist anymore. Okay, back to what I was doing before I got rudely interrupted by this damn chicken. I mean, not rudely, I'm sorry. I just felt his aura. Here we go, the clip. Okay, Automod still silenced me. Yes, and I can see what you said and I see why that they're silencing you. You deserve to be silenced. Your story does not need to be heard. You just showed it to them, to Nightbot, Zeus. You just actually said, boom, fuck you. That's power. Do you feel powerful now? Who is this? Hello? Whoa! Whoa, 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 whoa! Oh, wait. I can do something here. No, I made it all into bread. If I go to the village and I get the wheat and then I trade it for the emerald, oh wait, or even just like a bottle of water. Well, that seems like it should be insanely easy. I just need to get sand. Okay, stay right there. I'm gonna be back. Was that a white dog? Was that a white dog? Am I getting that right? I don't have any bones. Where's the skeleton? Crap. Damn it.
Ooh. No. No. Ah. Is that a skeleton? Oh, this is your unlucky day, bro. Dodged it. Woo! Dodged it. Woo! Didn't even give me any even. Oh, crap. Didn't even give me any freaking bones, bro. You're literally made out of bones. How did you not? Oh, up there. Emerald! What the hell? Oh, wait, I'm getting distracted. I need. There's so much here. Wait, I've just discovered something legendary. Look, wait, is this what you're telling me to look at? Oh, not you. Get out of my life. Crap, that was bad. That was really not well played by me. Okay, wait. What do I do first? Because there's iron, there's emeralds, there's a skeleton, there's a creeper, there's more iron, there's so much going on. And what is that over there? And now it's raining. Oh my god, we needed this. Oh, there's a witch. Looks like your mum just showed up. What is this? White terracotta. What? What is this even for? Huh? Whatever. Okay. Oh my god, the dog is right there. And they can walk in the rain because it cools them down. Damn it, damn it, damn it, damn it, damn it. Okay. I'm overwhelmed, I'm overwhelmed. Safe to say, I'm overwhelmed right now. Ah! You're scaring me, you're scaring me. Dude, you're scaring me. That was not cool. You're gonna die for that. Yeah, try and run, idiot. Don't even mess with me. Don't even mess with me in my aura. Okay. White terracotta saved me. White terracotta has literally saved me just then. This guy's not even gonna be able to get up. Idiot. You miss when Minecraft was new? Bro, this game's been out for centuries. This is maybe the oldest game of all time.